Bonsoir à tous. Une nouvelle édition de Regard Social sur vos écrans, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir, de nous rejoindre, mais surtout de nous faire confiance pour vous édifier sur des faits de société poignants. Également, vous présenter des cas sociaux qui nécessitent toute votre compassion. Regard Social va jusque dans les tréfonds de la société pour traiter avec vous des sujets qui nécessitent que le regard de la société camerounaise soit totalement braqué dessus. Mesdames et messieurs, bienvenue. Regard social de cette édition est allé pour vous à la rencontre de citoyens camerounais qui font corps avec le danger. Ils sont propriétaires ou locataires de maisons construites dans des zones à risque, alors que le souvenir de Ngouachiche à l'ouest Cameroun est encore poignant dans les esprits. Vous découvrirez ce soir des citoyens camerounais qui vivent en plein cœur d'un grand risque de catastrophe ou même de plusieurs risques de catastrophe dans la capitale économique Douala. Et puis, dans cette édition de Regard Social, nous avons également pour vous un nouveau cas social dans cette émission. Il s'agit donc de Rose, âgée de seulement 15 ans et déjà au bout de sa vie. Elle vit depuis 3 ans avec une affection à la jambe qui menace dangereusement de l'emporter si rien n'est fait. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue, c'est Regard Social qui s'installe. Et donc... Douala, métropole économique de plus de 3 millions d'habitants, offre de multiples constats et tout le contraire. Des familles entières bien installées se doutent ou pas du risque d'un éboulement de terrain qui pourrait se refermer sur elles. Elles sentent littéralement... On a cassé là où je louais à Bépanda. Comme ça, c'est la maison familiale. Toute la concession, comme vous avez vu là, c'est la maison familiale. En ces temps, le ravin n'était pas trop reculé comme ça. C'est quand j'arrive ici là que le ravin me fait que progresser. Victimes des évictions forcées, certains sont contraints d'y vivre en attendant leur sort détenu par les prochaines pluies. C'est en saison sèche que les enfants dorment dans la chambre. Mais tous les 3 mois de la saison pluvieuse là, ils sont que dans ma chambre. J'ai peur que le côté-ci peut lâcher. Parce que comme je vois, si le côté-ci lâche, avant que ça n'arrive ici, je peux déjà sortir avec les enfants. Parce que quand il pleut, je ne dors pas. Je m'assois comme ça là. Je les mets à terre sur le puits. Où je prends le matelas au lit, je mets, ils dorment là-bas. Comme une plaie béante, cette gorge de plus d'une quinzaine de mètres de profondeur se tient là, comme une gigantesque gueule ouverte, prête à avaler toute forme de vie autour d'elle. Et juste au bord de cette crevasse, un domicile en équilibre précaire, déserté par son bailleur craignant pour sa vie, héberge désormais Sonia et sa petite famille, dont les vies sont au sens propre du terme. Ça fait vraiment peur, mais bon, vu les situations et les moments difficiles et tout, on essaie un peu de patienter. On a vraiment peur. Quand tu dors, moi pratiquement quand je me couche, je n'arrive pas à dormir. Le fait de penser que le ravin peut peut-être, je peux me retrouver un petit matin que ça nous a tombé dessus vraiment, surtout le mur, ça fait peur. Non loin de là, un pont qui a une histoire, le pont de la mort, qui à chaque évocation ravive les souvenirs lugubres chez les riverains. Voilà notre pont qui est ici là derrière qui est tombé. Donc nous sommes en sécurité avec le ravin. Et il y a les accidents, il y a les morts. Nous ne savons même pas si nos jeunes petits frères pourront aller à l'école d'ici quelques temps. Nous ne voyons pas, il n'y a même plus de route et tout. Bon, vraiment. Ici, sous ce pont en matériaux provisoires construit par les populations, sommeillent les débris du premier pont avalés par l'appétit vorace du ravin. Voilà ça, vous-même, vous voyez. Il s'est détruit récemment, ça fait presque 2 mois et demi. Nous avons essayé de monter celui-ci en bois que vous voyez là. Nous, les jeunes du quartier et d'autres frères aussi.
qui ne sont pas peut-être présents maintenant, qui avons fait ceci et qui s'est encore dégradé, croyant qu'il devait résister comme il était sur le poteau du tuyau des néons. Jusqu'à même ça s'est toujours fissuré et ça a fini par s'écouler à la longue. Voilà ça qui a libéré les pieds même du pont qui était fixé au sol. Braver la traversée de cette passerelle est un exploit accompli par l'équipe de Regard Social. Soit une 60aine de familles en danger et de façon indirecte, les usagers également. Dans son parcours de recensement des zones à risque, l'équipe de Regard Social se retrouve au quartier zone industrielle à travers les rues malfamées et escarpées du 5e arrondissement. Décrépitude et misère se lisent à travers les constructions de fortune que présente le visage de ce taudis. Nous dévalons le petit sentier qui mène à la zone d'affaissement de terrain. Sur notre chemin, Madame Veuve Bella Obama Valérie, qui compte plus d'une 30aine d'années de vie dans ce quartier. Elle nous conte les mésaventures causées par le grand ravin sur les populations. Le quartier, ce n'était pas comme ça avant. Mais à ma plus grande surprise, je vois déjà comment les gens sont en train de partir, mourir, les maisons sans terre. Voilà d'abord ma part. Cette maison a été enterrée, je ne connais pas. Parce que les eaux qui viennent là en haut, on ne parvient pas à vivre. Tous les sacs, si l'année, si je n'ai même pas les sacs pour poser là. Mon mari avait des voitures ici, la voiture ne peut plus entrer chez moi. Je ne sais pas ce qui se passe là. Voilà les maisons, les gens sont déjà partis, nous sommes en danger. Chaque année, c'est comme ça. Voilà le drain derrière et voici le devant. Cet élément qui a été mené de main de maître par la grosse équipe de Regard Social, Dany Warenze II, Emmanuel Wapi, Martin Abanda également était sur le terrain pour vous rassembler toutes ces informations que vous venez de suivre, mesdames et messieurs. Et au cours de ce reportage, on va l'appeler ainsi, vous avez donc pu vivre la réalité des populations de Sodi-Kombo, mais également de la zone industrielle de Douala. Mais il faut dire que ce n'est pas tout. Il existe dans la ville de Douala d'énormes zones à risque. C'est le cas par exemple de PK12, non loin donc du marché de la localité. C'est également la même réalité qui est connue du côté de Lokbessou, toujours dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. On se rend donc compte que les populations de la ville vivent avec un danger permanent. Lorsqu'il ne s'agit pas de risque d'éboulement, il peut s'agir quelquefois d'inondations qui malheureusement vont entraîner avec elles de nombreuses vies. Nous en parlons donc ce soir sur Regard Social. Mesdames et messieurs, un fait de société qui intéresse fortement dans la ville de Douala où la chasse au terrain de construction va souvent permettre aux gens d'y laisser leur vie. Nous avons sur ce plateau pour vous parler de ce fait de société un environnementaliste et pas des moindres. Nous avons sur ce plateau Didier Yimkwa. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis habitué à ce terrain, mais ce que je vois à la télé me donne la chair de poule. Ce soir, nous allons parler de façon globale des politiques urbaines nationales. Les politiques urbaines nationales. Parce que déjà, je préfère ne pas accepter le titre d'environnementaliste parce que ça fait un peu pardon, c'est réducteur. Ça fait un peu élitiste. Ah, d'accord. Ça fait un peu bureaucrate. Je préfère la casquette de militant écologique. D'accord. Parce que dans le militantisme, il y a le combat, il y a l'engagement. Et notre mission tribunicienne, c'est d'être toujours à côté des vulnérables, à côté des faibles. Et c'est pour cela que nous allons questionner, sans biais, sans fioriture, avec beaucoup de détachement, sans toutefois indexer qui que ce soit, les politiques urbaines nationales. Parce que depuis que je m'intéresse à cette problématique,
je me suis rendu compte qu'on a tendance, et c'est même la tendance lourde, d'apporter les solutions des logements aux problèmes d'habitat. D'accord. Parce qu'en fait, l'habitat et le logement, ce n'est pas la même chose. Le logement, c'est le local, évidemment, mais l'habitat interprète d'autres paramètres. L'accès à l'eau potable, l'accès à la route, l'accès à des services urbains, l'accès aux services de collecte des ordures ménagères, l'accès à la route, le problème de circulation. Donc, lorsque j'ai planté comme ça ces décors, cela va me permettre de répondre de façon simple à toutes vos questions que vous allez me poser sur ce plateau. Je vous prends au mot, Didier Yimkwa, si vous le permettez. Allez-y. Pendant la descente de l'équipe de regard social, notamment dans le quartier zone industrielle, on s'est rendu compte, vous avez parlé tout à l'heure d'un ensemble de choses qui font malheureusement défaut à ces populations. Vous avez parlé d'un défaut, d'un problème de route, de l'absence des routes, un problème d'adduction en eau potable, un problème de gestion des déchets. Et il faut dire que c'est la réalité que les populations de cette zone rencontrent. Vous avez vu cet énorme ravin, on a essayé d'évaluer, on n'avait pas de matériel de professionnels avec nous, mais rien qu'à vue d'œil, on parle de 15 à 20 mètres de hauteur. Et ce qui est dramatique dans l'affaire, c'est que les populations qui vivent en contrebas n'ont pas la facilité d'arriver au-dessus. Pourtant, c'est un quartier dans lequel il y a pas mal d'entreprises. On parle de la zone industrielle de Bassa. En fait, comment on est arrivé à ce niveau? Parce que ce n'est pas un phénomène ex nihilo. Ce n'est pas un problème lié à une catastrophe naturelle. Les phénomènes de ravinement, ça s'explique. Ça s'explique. Au départ, si vous discutez avec les populations autochtones, ils vous diront qu'à leur époque, cet endroit, il n'y avait pas de ravin. Moi, j'étais à Japoma, il y a un très grand ravin à Japoma, il y a un très grand ravin à Lorbessou. Quand vous discutez avec les gens, ils vous disent que non, auparavant, même derrière la Guinée, sans toutefois faire la publicité à cette entreprise, c'était juste un philodon. Donc malheureusement, la mauvaise gestion des eaux municipales, le mauvais système de drainage entraîne ce ravinement-là avec le temps. Donc c'est pour dire quoi? Pour répondre de façon succincte à votre question, nous vivons là un phénomène clair, c'est-à-dire l'urbanisme suit l'urbanisation. Et la première conséquence, c'est l'étalement de l'environnement urbain. D'accord. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire les gens s'installent, après, l'urbanisme arrive. C'est ce que nous sommes en train de vivre là. Or, il se trouve que la commune de Douala 3 et la commune de Douala 5e ont un relief très, très escarpé. Et il faut dire des choses telles qu'on les ressent. Il y a une loi non écrite, mais qui est appliquée et applicable. Cette loi, c'est quoi? La terre appartient aux premiers occupants. Donc, parce que les vendeurs de terrain ne sont ni des géomètres, ni des architectes urbanistes. C'est des propriétaires terriens. La question qu'on peut se poser, est-ce que l'État a pénétré le maquis, comme disait Jean-Marc là? Est-ce que l'État a démissionné? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. D'accord. Et paradoxalement, je vous dirais que 73% des maisons à Douala n'ont pas de titre foncier. Là, je voudrais répondre à certains universitaires camerounais, fous et amoureux des émissions de dimanche, qui pensent que ceux qui habitent dans les bas-fonds ou bien dans les zones à risque sont des gens qui appartiennent à une communauté. Donc l'exutoire cognitif chez eux, c'est la proximité sociologique. Là, vous trouvez que ceux que nous avons regardés là tout à l'heure, c'est des gens qui n'ont pas avoir assez de moyens. Celui qui n'a pas de moyens construit là où il peut. Mais celui qui a les moyens construit là où il veut. Voilà la situation foncière actuellement dans la ville de Douala. D'accord. Vous avez également pu, vous l'avez même relevé vous-même, lorsque nous produisions donc cet élément, à chaque fois les populations vous disent
Il a fallu que telle entreprise canalise ses eaux à tel endroit pour qu'on connaisse cette réalité. On parle du cas de Japoma, vous avez cité le ravin de Japoma, qui n'existait pas avant la construction de la route et donc de tous les éléments qui sont autour du stade de Japoma. Vous avez cité, pendant que vous parliez également, le ravin de Lok-Bessou, et il faut dire que le ravin qui arrive à Lok-Bessou passe de PK12, va contourner dans PK13, PK14 pour venir à Lok-Bessou. Donc, si vous regardez sur une carte, vous verrez que c'est une sorte de triangle infernal qui court peut-être aujourd'hui le risque d'être absorbé par le bas. Est-ce qu'il ne faut pas penser à un moment à y déloger les populations? Vous savez, c'est facile de poser la question dans ce sens-là, déloger. Si vous délogez les populations, il faut être aussi capable de les reloger. De les reloger parce que l'État a l'obligation d'offrir les logements décents. Je préfère parler de logements décents à ces populations. Le cas, par exemple, de Lok-Bessou est atypique parce que personnellement, j'ai travaillé sur ce cas-là. J'ai de très bonnes informations. Il n'y avait pas de ravin à ce niveau-là. C'est lorsqu'on construit la route de PK14 qu'on draine les eaux de ruissellement vers cette zone qui aggrave maintenant ce qu'on a là aujourd'hui, la situation, le ravinement qu'on a aujourd'hui là. Au départ, il n'y avait pas de ravin. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, comme je l'ai dit tantôt, l'urbanisme est obligé de suivre l'urbanisation. Les gens vous diront que, oui, dans les années 80, le Cameroun était coincé dans la crise internationale. Nous connaissons les logiques, endogènes, exogènes. Le Fonds monétaire international avait interdit de faire un certain nombre d'investissements. Donc on a abandonné comme ça. Le programme d'aménagement urbain est devenu presque un impensé. Et c'est les conséquences aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard, si je fais un peu du benchmarking, je prends le cas de la France. Parce que la France que nous vivons aujourd'hui n'a pas été toujours comme ça. En 1853, Paris, était plus sale que la ville de Douala. C'était du désordre urbain partout. Mais il a fallu quelqu'un qui ait une vision et qui demande à son préfet, le préfet de Saint, le baron de Haussmann, que monsieur, je voudrais que vous fassiez de Paris la ville la plus visitée d'ici 100 ans. Et de 1853, je crois, à 70, 17 ans après, ce monsieur a cassé 18 000 maisons. À telle enseigne que lorsqu'il est mort, pendant que sa sépulture passait, on lui jetait des tomates pourries. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde Paris, on rend un hommage à ce préfet de Haussmann, le baron de Haussmann. Est-ce qu'il faudrait dire qu'il nous faut un baron de Haussmann dans la ville de Douala? Mais je pense que sans toutefois faire la publicité du maire actuel, lorsque je regarde un peu la gestion, par exemple, des zones inondables, ce qu'il a fait par exemple à Montana City, avant d'arriver à l'hôpital général, ce qu'il a fait à Bepana Misoke, bien que l'autre jour on ait quand même des inondations, mais s'il n'y avait pas le curage de cette rivière-là, on aurait eu pire que ça. Je crois qu'il fait des efforts. Et pendant qu'il fait des efforts, il faudrait aussi que, si on accepte qu'on est dans le cadre de la décentralisation, et que la décentralisation n'est pas le problème d'une seule personne, la décentralisation, c'est les services déconcentrés, c'est les collectivités territoriales décentralisées et c'est les populations. Donc les trois acteurs doivent regarder dans la même direction. Il faudrait qu'on accompagne les autorités à aller dans ce sens. Je vais vous donner deux cas. Je ne sais pas si vous avez entendu du projet Ekokambish. C'est un monsieur qui s'est levé comme ça un matin. Il a aménagé près de 10 hectares de terrain à Bonamoussadi, vers Denver. Et vous savez très bien que Denver, c'est une zone inondable. Très inondable. C'est une zone marécageuse, mais qui a été aménagée par des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui reste encore une zone marécageuse. Bon. Plus loin encore, il a aménagé, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, que je parle de la mairie de Douala 5e, ce monsieur n'avait pas fait des études, des analyses environnementales. Vous comprenez? Parce que ça relève encore de l'indiscipline, l'incivisme d'un certain nombre de personnes. Parce que lorsqu'il aménage près de 10 hectares, il ne fait aucune étude sur le terrain, il va y installer des gens, et quelques années après, il y aura des inondations ou bien des catastrophes. Plus loin encore, vers lundi, il y a encore un monsieur comme ça, qui a des hectares et des hectares de terrain, qui les découpe et qui les vend
à Lankan et n'importe comment. Plus tard encore, il y aura des inondations dans ces coins. Donc moi je pense que il faudra à un moment donné, parce que beaucoup de téléspectateurs qui me regardent vont attendre peut-être que je jette la pierre uniquement sur les responsables. Mais non, il faudrait à un moment donné qu'on se discipline, parce que la ville, c'est là pour nous tous. C'est vrai que la plus grosse responsabilité revient à l'État, comme avait dit quelqu'un, la violence légitime appartient à l'État. Mais est-ce que cette définition-là encore aujourd'hui peut marcher dans le cadre de la décentralisation? Et je dis non. Donc tout le monde doit se mettre dans cette vision de ville compacte, parce qu'on va y arriver, pour éviter ce que nous sommes en train de voir là. Parce que beaucoup de gens, vous avez fait un reportage à la zone industrielle, lorsque vous discutez avec les populations, parce qu'il faut le faire, il faut toujours échanger avec les populations. La zone industrielle a été créée bien avant. Les gens sont venus ceinturer la zone industrielle parce que ces mêmes personnes avaient du travail, cherchaient du travail, et puisque le transport coûte cher, ils préfèrent habiter, s'agglutiner tout autour des industries, avec tout ce qui arrive comme risque de pollution industrielle, de pollution de l'air. Donc moi je pense que pour la ville de Douala, qui fera 9 millions d'habitants en 2035, il faut prendre le taureau par les cornes. D'accord, vous l'avez dit, il faut prendre le taureau par les cornes. Nous reviendrons à vous, Didier Yimkwa. Nous avons également sur ce plateau un autre spécialiste, cette fois, qui va donc questionner avec nous l'état d'esprit de ces populations. Comment font-elles donc pour dormir dans ces zones à risque, alors même qu'à tout moment peut s'abattre sur elles une catastrophe? Nous avons invité sur ce plateau ce soir un psychosociologue. Nous avons invité sur ce plateau Maurice Somo. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, merci de me retrouver en face de mon camarade, pas de parti, hein, mon camarade de classe. Yimkwa. De belles rencontres sur le plateau de Regard Social. Une très belle rencontre. C'est toujours un plaisir de l'écouter, hein, surtout sur les questions d'environnement. En réalité, c'est une expertise exceptionnelle qu'il apporte partout où il est passé. Le souhait, c'est que vivement qu'on fasse une collection de tout ce qu'il dit, et ça peut être très important, n'est-ce pas, dans la vision de ce que nous voulons que notre environnement soit dans les années à venir. D'accord. Vous avez donc pu, en même temps que disait Yimkwa, regarder cet élément. Vous avez vu la frayeur des populations qui vivent dans ces zones qui ont été citées. Et je tiens à vous rappeler qu'on a une actualité malheureuse, très récente, sur ces phénomènes. On a une famille de 3 personnes qui est décédée des suites d'éboulements. C'est un monsieur, sa femme enceinte également, pendant les dernières pluies qui se sont abattues sur la capitale économique la semaine dernière. Ils ont donc perdu la vie et cela a servi de prétexte à cette émission. Alors quand on est un être humain qui vit dans ce genre de situation, comment on se sent? Bien, comment on se sent? Je crois que tout est dit dans les interventions, si vous voulez, les prises de parole des personnes à qui le micro a été tendu. Il y a un mot générique qui revient, une expression générique. Je vais me coucher, mais je ne dors pas. Bon, il y a une dame qui dit que tout au long de la nuit, lorsqu'il pleut, elle est obligée de mettre un matelas à même le sol et de veiller constamment, parce qu'en réalité, elle ne sait pas à quel moment est-ce que le danger va se produire. Donc, lorsqu'on l'a dit, je crois qu'on a compris à suffisance le cataclysme psychologique, l'état mental catastrophique dans lequel, n'est-ce pas, se trouvent ces personnes qui sont dans cette zone-là. Et ce qui est assez impressionnant, c'est le fait que les personnes sont parfaitement conscientes du danger qu'ils courent quotidiennement. Mais malgré cet état de conscience, ces personnes restent là. Et M. Yimkwa a dit tout à l'heure, il a dit, ça veut dire tout simplement que les gens y sont parce qu'ils ne peuvent rester que là. S'ils avaient le choix, logiquement, ils seraient partis ailleurs. À partir du moment où ils sont conscients du danger qui est le leur. Et ceci revient à une notion très simple
n'est-ce pas, en psychologie, avec notamment la pyramide des besoins. Le besoin de logement dont parle Maslow est à la base de l'existence humaine. Cela veut dire tout simplement que se nourrir, se loger font partie des besoins de base sans lesquels un être humain ne peut pas avoir la prétention d'exister. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces personnes sont encore à l'état de satisfaction de leurs besoins primaires. Ils ne peuvent même pas penser pour le moment à autre chose. Ils sont réduits tout simplement à ce qu'on appelle l'animalité. Parce que, tout simplement, ils n'ont pas de choix. Peut-être plus tard, penseront-ils à autre chose? Par exemple, à scolariser les enfants, penseront-ils, n'est-ce pas, à des choses comme, par exemple, se distraire? Cela ne relève pas de leur existence. Toute leur existence est entièrement concentrée dans un besoin primaire qui est celui de trouver un logement. Et là, j'évite de parler de politique pour poser encore plus la question de savoir qui est-ce qui devrait les sortir de là? À qui devrait-on imputer la responsabilité d'une si malheureuse situation? Et là, je dis, personne ne peut volontairement décider de se mettre dans cette situation. Donc, on ne peut pas être ici dans une situation d'auto-condamnation, d'auto-flagellation, où quelqu'un dirait « j'ai un endroit où je pourrais construire une maison et vivre décemment et je décide de me mettre là. » En danger. Donc, en danger. Personne ne peut accepter, sauf bien sûr un psychopathe, n'est-ce pas? Personne ne pourra jamais dire de lui-même qu'il construit le danger contre sa propre personne. En général, le danger, lorsque les gens le provoquent, c'est contre autrui, n'est-ce pas? Dans le cadre peut-être de ce qu'on pourrait appeler une sauvegarde de son être à soi. Mais de là à se mettre volontairement et proprement en danger, non, cela n'est pas du tout possible. Donc forcément, il ne faut pas rechercher au plan mental, au plan de la représentation mentale, n'est-ce pas, la responsabilité de cette situation à ces personnes qui en réalité, il faut le dire, seraient beaucoup plus des victimes que des bourreaux de leur propre existence. D'accord. Est-ce qu'il ne faut pas à ces personnes-là donner un accompagnement particulier? Parce que, imaginez-vous, la nuit est faite pour dormir, mais au lieu de dormir, vous avez des personnes qui veillent la nuit. Et il est clair que si le ravin s'est déjà effondré une fois et que le bruit a été un bruit quand même assourdissant, à chaque fois qu'on va entendre un bruit qui y ressemble, on va tout de suite paniquer, essayer de se sauver, essayer de sauver le maximum de personnes autour de nous. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui procéder à, on va dire, une écoute particulière de ce type de Camerounais? Bien. C'est encore un mot générique qui ressort de ce qu'il disait de votre reportage. Et partout où on a vu ce type de reportage, où il y a une catastrophe naturelle, généralement, le mot qui revient toujours, il faut que l'État nous vienne en aide. Hein, il faut que les gens nous viennent en aide. Dans ce qui s'est passé à l'ouest à Gouaché, il a fallu que des âmes de bonne volonté s'investissent, n'est-ce pas, pour essayer de venir au secours de cette personne. Effectivement, on écoute des gens pour apprécier le problème, pour avoir une compréhension du problème. Question plus tard de proposer une solution qui soit adéquate, c'est-à-dire qui sied au problème qui se pose. C'est en cela que l'écoute peut être nécessaire. Nous sommes ici dans une situation où le problème est entièrement, mais alors totalement identifié. Ce n'est pas parce que l'on va vers ces populations que nous, on va aller vers ces populations, on écoute ces populations, qu'on comprenne la douleur qui est la leur, n'est-ce pas, quotidiennement, que leur problème sera résolu. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Ça, c'est clair. Bon, c'est quelqu'un, si quelqu'un a faim, tu l'écoutes, te dire qu'il a faim. Tu ne lui as pas apporté un bout de pain, eh bien,
ça ne sert à rien, ça n'aurait servi à rien que tu ailles l'écouter. Ces personnes ont un problème qui est réel, qui est un problème qui n'est plus de leur responsabilité dès lors qu'il est là, qui n'est pas seulement de la responsabilité de l'État, mais qui est de la responsabilité de l'ensemble de la société. L'être humain, par essence, est un être social, c'est-à-dire que je n'existe que parce que l'autre existe. Et on dit qu'il n'y a aucun bonheur à être heureux tout seul. La question donc pourrait se poser en d'autres termes, comment des gens dans une ville comme Douala dormiraient dans des palaces pendant que tout à côté, en fait, il y en a qui ne peuvent pas trouver le sommeil parce qu'ils sont constamment dans le danger. On va me taxer de communiste d'une époque moyenâgeuse, on va me taxer de tous les mots que l'on veut. Le problème est celui-là, c'est-à-dire celui de la définition de notre être, de notre humanité, qui ne se définit que par rapport à l'existence de l'autre, sans lequel nous n'existons pas. Faites donc, vous avez fait votre reportage. Je crois qu'à un moment donné, vous avez constaté le danger se construire progressivement. C'est-à-dire que vous êtes parti de vos studios ici bien, en véhicule, en voiture et tout, et puis progressivement, vous avez vu la nature se dégrader, vous avez vu l'environnement tomber, vous avez vu les conditions se dégrader progressivement pour arriver dans le gouffre absolu. C'est-à-dire que vous êtes parti de la lumière absolue vers l'obscurité. Comment se fait-il que certaines tombes soient dans cette lumière absolue, mais avec des possibilités, bien sûr, d'éclairer cela, mais qu'ils ne fassent rien, mais alors rien du tout pour que cela se fasse. Donc, c'est là est toute la situation. Sommes-nous toujours dans une société humaine, ou alors sommes-nous véritablement dans une jungle où ceux qui ont réussi à se faire heureux sont heureux d'être heureux tout seuls? Voilà le problème. Vous l'avez dit, Monsieur Maurice Somo, et il faut apporter une précision sur ce plateau. Equinox Télévision est toujours à l'affût, on va le dire, de ce genre d'événements. C'est des reportages qui sont faits de façon régulière par la rédaction centrale d'Equinox Télévision, qui tente donc à dénoncer afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur ces risques de catastrophe dans la ville de Douala. Et je me souviens qu'il y a tout au plus 1 à 2 ans par là, une équipe d'Equinox, de la rédaction centrale d'Equinox Télévision était déjà descendue au quartier Sodikombo et la réalité qui avait été vécue là-bas était tout simplement effroyable. Et nous pouvons vous garantir que 2 années plus tard, les choses se sont évidemment dégradé un peu plus, que ce soit à Sodikombo, que ce soit du côté de la zone industrielle de Bassa, que ce soit même non loin du stade de Japoma. C'est des inondations, c'est donc également des risques d'éboulement qui menacent de frapper les populations. On va donc se tourner à présent vers vous, Didier Yimkwa, pour se poser la question qui est certainement sur toutes les lèvres en ce moment. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'acheminer vers une autre catastrophe de Ngouaché, mais cette fois à Douala? Ben, je l'avais dit, chez un de vos, je ne sais pas si vous appelez ça consoeur télé, lorsqu'on m'avait invité pour parler de la situation de Ngouaché. Je l'avais dit que Ngouaché parle à tout le Cameroun, parce que tout ce qu'on peut dire de la ville de Douala, on peut en dire de la ville de Yaoundé. J'ai décidé ce soir de parler des politiques urbaines nationales. À l'heure où je parle, depuis le mois d'avril 2021, il n'y a pas de loi à Banganté. Il n'y a pas de loi à Banganté. Dans quelle ville? Peut-être à Banganté. De Banganté? Oui, à Banganté, il n'y a pas de l'eau. Bon, s'il y a une petite quantité, c'est réservé à des privilégiés ou bien à des élus divins. Même l'hôpital de Banganté est obligé de s'alimenter dans un puits dont il faut peut-être... on ne sait pas si on peut garantir la qualité ou bien la potabilité de cette eau-là. Donc vous comprenez donc que seulement à cause de l'eau, l'accès difficile à l'eau, les gens peuvent partir de Banganté pour venir vivre à Douala. Sur le plan mondial, l'ONU Habitat nous renseigne que d'ici 2030-35, près que 70% des habitants seront
des urbains vivant dans les milieux urbains. Il faut en tenir compte. Les migrants qui vont à Douala, ils n'y vont pas parce qu'ils aiment nager dans le Vouri ou bien ils aiment la plage. Je ne sais pas si le Vouri a la plage. Non. C'est 80% des migrants qui vont à Douala ou à Yaoundé partent chercher de la pitance. Ils n'ont pas de moyens. Il faut en tenir compte dans les politiques publiques de logement. Ce qui, malheureusement, est fait, mais n'est pas fait comme il se fallait. La ville de Douala, par exemple, j'ai déjà eu à discuter avec le professeur Somo. La ville de Douala, c'est 5,5 le taux de croissance démographique. 2 fois celui du Cameroun. La ville de Douala reçoit 10 000 personnes par mois. Ça, c'est des chiffres que vous pouvez retrouver dans les documents à la communauté urbaine qui viennent s'installer. C'est 71% de taux d'occupation anarchique des sols. Paradoxalement, Douala produit, ça c'est les chiffres de 2017, l'Institut national de statistique, 3 090 milliards de francs CFA par an. Bon an, mal an. Parce que si on était rigoureux, on produirait 2 fois plus. Mais on reçoit moins de 5% pour ses besoins. Ce qui est injuste. Or, sur les standards internationaux, la ville doit recevoir 10% de sa richesse. Parce que dans le système de péréquation, la ville ne peut pas recevoir tout ce qu'elle produit. Au moins 10%. Je ne voudrais pas justifier la gouvernance de qui que ce soit, mais moi je pense que c'est une injustice. D'accord. C'est une injustice pour la ville de Douala, parce que les besoins sont énormes. Je vous dis que d'ici 2030, nous serons 9 millions. Madame Kedjara, toujours, l'ONU Habitat nous renseigne que une ville, je vais parler maintenant de la mobilité urbaine. Une ville qui produit de la richesse doit être capable, la mobilité urbaine de cette ville, c'est à peu près 50 km en 25 minutes. Est-ce que vous pouvez faire 50 km en 25 minutes dans la ville de Douala? C'est mission impossible. C'est chimérique, c'est utopique. C'est utopique. L'espace, la voirie urbaine doit occuper 30% de l'espace urbain. Douala, c'est moins de 10%. Douala souffre d'un problème, ce qu'on a fait le phénomène d'entonnoir. Le phénomène d'entonnoir. C'est-à-dire, les gens sortent le matin, convergent à un même endroit. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent à un autre type de ville. Les villes compactes. On parle des villes résilientes au changement climatique, des villes durables, des villes intelligentes, mais des villes compactes. Est-ce que c'est possible au Cameroun? Je ne sais pas, mais c'est déjà bien d'en parler. On entend dans les discours officiels, pour moi ça devient même des incantations, parce que depuis qu'on entend ça, on ne voit rien sur le terrain. Parce qu'en fait, les villes compactes, c'est des villes où la circulation urbaine est diminuée. La mobilité urbaine est assez diminuée pour éviter les engorgements. Parce qu'il y a une étude qui a été faite, je crois, par le GICAM pour démontrer comment, avec les engorgements, tout ce qu'il y a comme encombrement, ce qu'on perdait en termes économiques. C'est beaucoup d'argent, vous comprenez. Alors, les gens viennent maintenant avec ce concept-là. Les villes compactes, c'est des villes où le territoire a tout. Un territoire, comme par exemple Douala-Saint, peut avoir tous les services, de bons services, que pour offrir une belle ville. Pour empêcher un hôpital, voilà, un hôpital qui a un plateau technique excellent, les salles de jeu, les terrains de jeu, des logements sociaux de bonne qualité. Bref, c'est ça le concept des villes compactes. Pour éviter que les gens quittent Douala, Coton pour aller acheter une paire de chaussures au marché central. Pour éviter que lorsque vous êtes malade, je vais vous dire, il y a une petite zone industrielle à Bonabéry. Une fois, il y a eu une explosion. Il a fallu qu'on transporte, ou bien qu'on transporte, je ne sais pas si c'est ça en bon français, un brûlé de Isenberg pour l'hôpital général.
Vous imaginez, si tous les dieux de son village n'étaient pas avec lui, il serait mort même avant de traverser le Vouri. Parce qu'on cherche un hôpital qui est spécialisé des brûlures. Donc on se demande aujourd'hui si Douala a été pensé. Je pense que non. Parce qu'il faut rentrer dans l'histoire, parce que l'histoire de ceci de particulier, elle est pourvoyeuse d'arguments. Les premiers colons qui sont arrivés dans la ville de Douala étaient des commerçants. C'est l'histoire qui nous renseigne. Étaient des commerçants dont ils avaient une seule vision, aménager les quais au bord du Vouri pour stocker les marchandises et les vendre. Or, une ville, c'est d'abord son identité. L'identité de la ville de Douala, c'est de l'eau. J'ai un ami indien, lorsqu'il est arrivé ici pour la première fois, nous avons parcouru dans tout le département, il a dit, mais Douala, c'est une ville bénie de Dieu. Vous avez une ville qui est arrosée par à peu près 7 rivières. Mais où sont ces rivières aujourd'hui? Le Bessek est enterré, l'Ombopi est enterré, le Kondi n'est que l'ombre de lui-même, le Tongo Bassa, c'est devenu un train pluvial transformé en poubelle aquatique. On y verse tout, tout ce qu'il y a comme déchets solides, plastiques. Bref, on n'a pas pensé la ville dans ce sens-là. Or, une ville durable, c'est une ville qui doit respecter un certain nombre d'exigences énergétiques, environnementales, sociales, sociétales, et surtout de mixité culturelle. J'insiste là. Parce que de plus en plus, on n'entend plus de héros identitaires dans cette ville. Où il y a eu même des marches pour dire allez chez vous. D'accord. Pas de mixité culturelle. Oui, dites-nous. Vous avez vu ces éléments que nous avons présentés dans le reportage. D'ailleurs, c'est des éléments que vous connaissez bien, oui, pour avoir fait des descentes sur le site. Tout à fait. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'aménager ces ravins, d'aménager ces drains, de telle enseigne que les populations puissent y vivre décemment, sans peur de catastrophe quelconque? Vous avez bien suivi le prof, comme moi. Effectivement. Parlant des dangers. Vous savez, il y a une réflexion que des gens reprennent chaque fois, les zones constructives, non constructives. C'est une réflexion assez paresseuse, parce que la science a ceci de merveilleux, c'est de reculer la barrière de l'ignorance. On ne peut pas, depuis 10 ans, répéter les mêmes choses. Ça devient redondant, je ne sais pas si c'est un générique. Je vais faire du benchmarking. Singapour a le même relief, la même géomorphologie que Douala 6, Manoka. Mais Singapour est la plaque tournante de la haute finance internationale. Est-ce que vous voyez un peu Manoka? C'est la mangrove, c'est des zones humides, c'est des zones même inondables. Mais les ingénieurs singapouriens ont réussi à gagner la terre sur l'eau. On appelle ça les polders. Ils ont conçu des très très belles maisons, des immeubles qui gâtent le ciel. C'est de ça qu'il faut. Lorsque, dans une société, lorsqu'on n'a pas, lorsque l'ingénierie de la pensée n'est pas une priorité, on se cache derrière ce genre de rideaux, on ne peut pas construire ici. Si on peut construire sur l'eau, on peut construire n'importe où. Le plus important, c'est de choisir quel type d'habitat sur un flanc de colline. Ce qu'on fait au Japon aujourd'hui, vous savez que le Japon c'est un archipel, le sol là-bas c'est un sol sismique. Chaque fois il y a les glissements de terrain, les glissements des plaques tectoniques. Mais ils ont réussi à adapter un type d'architecture à leur sol. Et c'est là où vous avez les plus grandes maisons du monde. C'est ce qu'il faut dans la ville de Douala. Il faut résoudre d'abord le problème foncier. Il faudrait que l'État, ou bien ce qu'on appelle, ce que nous pouvons dire, les services publics, aient la main sur le terrain. On ne peut plus abandonner l'aménagement urbain à des villageois, entre guillemets. Je veux dire les autochtones. J'ai parlé du cas de Lokambiche, j'ai parlé de celui qui est en train d'aménager, découper les terrains à Lundi. Est-ce que le maire de la ville est au courant? Est-ce que ces aménagements ont fait l'objet
des analyses environnementales. Parce que lorsqu'on parle d'analyse environnementale, on voit derrière uniquement les problèmes environnementaux. Non. Une belle analyse environnementale intègre toutes les compétences sociologiques, psychologiques, toutes les compétences archéologiques, anthropologiques. C'est ça qui fait la ville, un tout. Important. Comme l'a si bien expliqué le professeur. D'accord. Vous comprenez? Donc, il faut penser la ville. On pense la ville en tenant compte de ses ressources naturelles. Il est bien facile de dire qu'il faut penser la ville, mais comment on pense une ville qui est déjà en train de se construire un peu au hasard? Mais on peut rattraper. En cassant les gens? On peut rattraper. Est-ce que ces il va personnes falloir, on va seront falloir, indemnisées? vous Voilà savez, moi je préfère un d'organisation. déguerpi qu'un mort. Mais les déguerpissements créent des morts. Vous monsieur comprenez? Yekwa. Il va falloir un moment prendre des décisions, fussent-elles impopulaires. J'ai cité par exemple le cas de la France. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile avec la situation politique actuelle, où tout ce qui a comme transformation est vu sous le prisme tribal, sous le prisme communautariste. D'accord. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'aujourd'hui, quel que soit ce que vous faites, aujourd'hui, on parle de proximité sociologique. S'il y a des soulards sur la route on parle de proximité sociologique. Si les gens respirent mal, on parle de proximité sociologique. Dans une situation pareille, il est très difficile qu'on prenne ce genre de décision. Mais on va y aller. Au lieu d'abandonner les populations à elles-mêmes. Voilà. Nous vous remercions, Didier Yimkwa, de nous avoir accordé de votre temps pour nous éclairer sur ces constructions dans des zones à risque qui font donc planer, on va le dire, le spectre d'une grosse catastrophe sur les têtes des populations de la ville de Douala. Nous espérons que toutes vos propositions ont été bien prises en compte par qui de droit et que nous verrons d'ici peu les réalisations de toutes ces belles choses que vous nous avez élaborées sur ce plateau. Nous reviendrons donc avec notre psychologue sur la question. Le temps pour nous, nous l'avons d'ailleurs dit à l'attaque de cette émission, nous avons un nouveau cas social à vous soumettre dans cette édition de Regard Social. Nous sommes allés donc pour vous au lieu dit Cabine Génie, c'est non loin de PK10 là-bas. Nous avons fait la rencontre d'une jeune fille âgée de seulement 15 ans qui est à la fleur de l'âge mais qui est déjà au bout de sa vie. Et pour cause, elle traîne une affection à la jambe depuis bientôt 3 ans qui la paralyse, l'empêche d'aller à l'école, l'empêche de voir ses petits camarades. Nous vous proposons de suivre cet élément de l'équipe de Regard Social pour en savoir plus. C'est dans cette maisonnette qui tient lieu d'abri, située au lieu-dit Cabine Génie, dans le 5e arrondissement de Douala, que vit Angèle, veuve, mère de 5 enfants. Son quotidien, rythmé au gré de son extrême pauvreté, s'est assombri un peu plus il y a 3 ans. Son enfant, alors âgé de 11 ans, à l'époque des faits, va être victime d'un accident domestique qui va définitivement fragiliser l'ensemble de la famille. Ma fille était rentrée de l'école, ça fait 3 ans aujourd'hui. Elle m'a dit, maman, je ne veux pas fréquenter demain, je vais t'aider à travailler. Mais comme ma soeur aime trop les révisions, on a fini de composer les examens. C'était au 2e trimestre. J'ai dit, ok ma fille. Le lendemain, elle a mis les assiettes dehors. Je regarde à côté, je ne vois pas l'enfant. Je commence à laver les assiettes. Je dis que mais à midi, je vais sortir avec le coquille. Et ma fille est partie où? Alors qu'elle sentait mal, elle ne m'a pas dit. Je ne sais pas si elle était tombée à l'école. Je regarde, je ne vois pas ma fille. Après, elle vient de côté. Je vois, elle tombe. Elle fait comme elle venait de tomber. Je comprends, mon voisin dit, hey, Rose, c'est quoi? Elle ne dit rien.
Elle vient maintenant, elle s'assoit, elle commence à laver les assiettes. Je demande, il est déjà midi, n'est-ce pas, tu as dit aujourd'hui que tu vas m'aider. Elle tire seulement le pied, elle part se coucher. Je gronde, elle tire le pied, elle part en route, elle se couche. Je reviens moi-même, je dis que lève-toi, va te coucher à la maison. 3 jours, je comprends. Elle dit seulement, maman, ça ne va pas. Elle dit que qu'est-ce qui a fait le pied? On m'a dit de te donner les antibiotiques. Je te donne les antibiotiques. Je vois que les yeux de l'enfant sont déjà jaunes. Je vois qu'elle a maigri en 3 jours. Je porte l'enfant, je pars à l'hôpital du génie militaire. Tout l'argent que j'avais 80 000, c'est tout fini. Le docteur me demande que madame, où est votre mari? Je lui demande que vous avez déjà fini l'argent maintenant avant de me demander mon mari. Je n'ai plus l'argent et mon mari est déjà mort. C'est pour ça que je suis encore ici. Après lui-même, il me dit qu'on se lamente trop de votre cas et on ne faisait que me demander de l'argent. J'ai porté l'enfant et je suis même rentrée à la maison. Dès lors, la descente aux enfers est totalement consommée. La veuve fait le tour de plusieurs hôpitaux de la capitale économique avec son enfant. Face à elle, les médecins tâtonnent, hésitent. Plus grave, les maigres moyens financiers que possédait la famille commencent cruellement à leur faire défaut. C'est après que j'ai réfléchi que même le palu seulement peut encore tuer l'enfant alors que je sors de l'hôpital. J'ai amené l'enfant dans un autre centre hospitalier. Là où on ne faisait que regarder le palu, le pied ne faisait que pourrir. Jusqu'à ce que quand le pied a pris le volume, je suis arrivée à l'hôpital de Derdo, central de Derdo. On me dit qu'on ne peut même pas toucher le pied de mon enfant, que ça a trop pris le volume, qu'on ne touche même pas le cas. C'est là où j'ai dit que si c'est comme ça, mon enfant va seulement mourir. Alors, au bout du désespoir, Angèle fait un pari fou, celui d'entraîner sa fille vers la médecine traditionnelle, espérant y trouver guérison. J'ai pris un cas de transport parce que je ne savais pas où aller, même rentrer à la maison, j'étais dépassée. Je suis partie à Kola, chez mon petit frère. Il a demandé que je mette les tiges de macabo dans mon pied pour que le pied ne se ferme pas. Dès que je mettais, mais jusqu'à un beau jour, le pied a toujours fini par se fermer. Ça s'est fermé. Après toujours quelques mois, ça recommence. Après quelques mois, ça recommence. Ce temps, je ne marchais même plus. Après, je restais toujours sur place, sur le lit. Je n'arrivais pas à me mettre debout. Jusqu'à qu'après, ça fait qu'aller un peu, jusqu'au jour que je me pose mon pied debout, jusqu'à que mon pied cale comme ça là. Le temps où je marchais avec mes béquilles, c'est un peu comme ça que j'ai encore appris à marcher un peu. Après des soins fructueux au village, elles reviennent dans la ville de Douala, à bout de souffle et totalement dépourvues de moyens financiers. Pourtant, à peine arrivée, le pied de Rose la fait à nouveau souffrir. Quand je rentrais, le pied de l'enfant se perçait même ici à la maison et en fait 2 jours. Mon voisin m'a dit que porte l'enfant là, tu pars à Yassa. Il y a un centre d'hôpital lié là-bas qu'on peut aider ton enfant. Quand je suis arrivée là-bas, on a vu le pied comme ça, ils pensaient qu'on devait me chasser. On m'a dit que madame, prenez le lit. On a pris l'enfant, mettre sur la table. On a commencé à appuyer. Tout l'hôpital comprenait comme si on égorgeait quelqu'un. Le chirurgien est venu me regarder comme ça. Même le directeur de l'hôpital, il m'a regardé comme ça. Il a vu que je n'ai personne. Ils ont commencé à me prendre seulement 10 000 chaque jour. Ils n'ont même pas opéré le pied. Ils retiraient seulement le puits. Le puits a fait 2 semaines là-bas. La fille qui était comme la secrétaire, elle a dit que non, ici là, je n'ai plus l'argent. Il faut que je parle à la cantine aux cas sociaux. Quand elle m'a dit cela, j'ai commencé à pleurer. Je les ai encore suppliés, ou j'avais même encore combien, c'est fini là-bas. Et même ils ont vu que c'était déjà fini. Ils m'ont même laissé l'argent du lit. Ils m'ont même laissé partir. Ils m'ont même pu regarder. Donc c'est comme si j'étais abandonnée à moi-même là-bas. Après sa sortie de l'hôpital, gynéco-obstétrique de Yassa, le pied de la petite Rose l'a fait souffrir de plus belle. Pour lui apporter un peu de réconfort, sa mère l'entraîne dans un centre hospitalier du coin, mais rien n'y fait. Après quelques mois, le pied gonfle. On part ici à 9. Le médecin l'a fait, on rentre.
Après encore ça gonfle, on repart encore. Il dit que non. Dès qu'il nous a demandé de faire le scanner, on n'avait pas l'argent en ce moment-là. Il a dit que si on fait le scanner, il va opérer. On cherche l'argent jusqu'à ce qu'on réussit à faire le scanner. On part chez lui, il dit qu'il ne peut pas opérer parce que ce n'est pas son niveau. Il nous a envoyé en Bonanjo, l'organisation militaire, on part là-bas. Le médecin n'était pas là, on est parti trouver un autre là. Il nous a dit que ça c'est un grand chantier, ça demande beaucoup d'argent. Nous on a vu que c'est un grand chantier, ça ne sert à rien de rencontrer le médecin parce que nous on n'a pas l'argent pour ce grand chantier. Pendant ce long périple, Pardon, je vous en supplie, je vous implore de cotiser pour que mon pied, cette maladie finisse, que ma famille au moins puisse dormir en paix, parce que moi je me trouve comme une charge dans ma famille. Des fois ça me donne l'impression que j'ai envie de fuir pour laisser ma mère tranquille. Parce que je vois comment elle souffre quand mon pied recommence. Je vous demande pardon de plaider pour moi, parce qu'elle souffre trop quand mon pied recommence et je n'aime pas la voir souffrir, la voir pleurer à cause d'un seul enfant. Elle a 16 enfants, mais c'est un seul enfant qui l'a fait pleurer. Un seul enfant qui l'a fait... Ma mère n'était pas comme ça, ma mère mairie à cause de moi. On n'a plus rien réalisé mon rêve. J'ai envie de repartir à l'école, j'ai envie de courir comme je vois mes amis courir. Je vous en supplie. Tous les jours, je suis dans la maison, mes amis sont dehors en train de courir. Je suis dans la maison, mes amis sont à l'école. Moi, je reste seulement dans la maison. Je vous en supplie, aidez-moi aussi pour que je puisse repartir demain à l'école. Voilà, c'est que dans 2 jours, je vais voir mes amis. C'est donc un cas social particulièrement difficile qui est soumis à votre attention ce soir. C'est une famille totalement lessivée, une veuve depuis de nombreuses années, 5 enfants à sa charge, une charge qu'elle porte péniblement avec son commerce de vente de cookies, de graines de cornille, comme on appelle communément. C'est donc une petite fille de 15 ans seulement, une adolescente qui devrait, en temps normal, se rendre à l'école comme toutes ses petites camarades, qui devrait s'amuser, se découvrir, qui est sur le plateau de Regard Social ce jeudi. Une adolescente qui a vu sa vie subir une pause depuis bientôt 3 ans à cause de la maladie. Elle s'appelle Rose. Elle aurait pu être votre fille, votre voisine, votre petite sœur. Mais cette affaire est tombée sur quelqu'un d'autre. Et sur le plateau de Regard Social, régulièrement vous faites preuve de compassion, de sollicitude. C'est d'ailleurs les rares et seules variables qui témoignent de l'amour entre êtres humains. Ce soir, Rose et sa maman sont présentes sur le plateau de Regard Social pour vous expliquer les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Nous allons commencer par toi, Rose. Bonsoir, bienvenue. Alors, Rose, tu l'as dit dans l'élément qui vient de s'achever, ça fait 3 ans, 3 longues années que tu attends de connaître la guérison. Tu as décidé d'être là ce soir sur le plateau de Regard Social. Tu es tout en larmes. Tu es bouleversé par tout ce qui t'arrive. Mais les téléspectateurs qui te regardent, qui ne comprennent pas très bien, si ce n'est à travers tes mots, ce qui t'arrive, ont besoin que tu le reformules une fois de plus. Comment est-ce que tu vis ces moments de douleur dans ta jambe? Ces moments de douleur, je les vis très mal. Parce que quand je vois mes amis qu'on a grandi ensemble, mes camarades de classe, les enfants de mon âge courir. Moi, je suis sur place, ça me fait très mal. Quand je vois mes amis, je vois septembre qui vient, mes amis seront en train de partir à l'école, je serai à la maison. Ça va me faire très mal. Je vois mes amis porter la tenue de sport, seront en train de courir, en train de rentrer, en train de jouer, en train de s'amuser. Moi, je serai toujours là sur place, en train de ne rien faire. Ça va me faire très mal. Tu as arrêté d'aller à l'école en 6e. Oui. C'était notamment au 2e trimestre de ta 6e. Oui. Mais tu veux aujourd'hui reconnaître
regoûter à ces plaisirs, comme tu l'appelles, parce que tu te définis toi-même comme une petite fille intelligente, éveillée. Oui. Est-ce que tu penses, toi, Rose, aujourd'hui, avec tout ce qui t'arrive, que les téléspectateurs vont t'abandonner? Est-ce que tu penses que tu vas être abandonnée toute seule à ton sort? Non. C'est la raison pour laquelle tu es là, parce que tu as foi en la compassion des êtres humains. Il faut dire que la famille de Rose avait perdu espoir totalement. Pendant notre descente sur le terrain, on n'a vu que des femmes. C'est une maman qui a fait donc 5 enfants, on vous l'a dit. Mais 5 enfants qui n'ont pas encore trouvé leur place dans la société. C'est des personnes qui se débrouillent. Et toute cette charge est sur elles. Vous êtes commerçante, vous êtes vendeuse de coquilles. Vous avez d'ailleurs un comptoir sur lequel vous ne pouvez plus être depuis que votre fille est malade, Angèle. Comment ça se passe pour vous? Depuis que ma fille est tombée malade, toutes mes activités sont tombées. Là où elle tombe, moi-même je tombe. On me pose même la question de savoir. Et dit que moi, toutes mes choses sont déjà tombées. Parce que je ne sais plus que va encore me relever. Même à l'hôpital, on me chasse. On me dit que ne viens pas nous donner le gros travail. Tu n'as même pas l'argent, tu as 4 millions. On parle comme ça, on me chasse. Je commence à pleurer. On m'abandonne seule. C'est là depuis que je souffre avec ma fille. Depuis combien de temps est-ce que votre Depuis mari... 3 ans, bientôt. Je ne connais même plus la route du marché. Quand mes copines me voient, on tombe même sur moi avant de me connaître. Même aujourd'hui, j'ai trouvé une copine qui m'a vue et ne m'a pas reconnue. Et quand elle dit bonjour, madame, qu'elle a sauté, elle dit c'est toi. Et c'est comme ça partout là où je marche. C'est pour ça que je suis ici. Sinon, j'avais perdu espoir. Je ne savais même plus la route de ma maison. Même ma fille qui me console souvent. J'ai déjà même des maux de tête, j'ai déjà tout, j'ai de maladies, j'ai même la palpitation. Mais quand je suis même dans la voiture, ça filme mon cœur, veut même déjà s'arrêter. J'ai même déjà... Non, je ne suis même plus dans ce monde-ci là. Tellement qu'il a trop souffert. Quel est le message que vous voulez passer aux contributeurs de Regard Social ce jeudi? Je voulais dire aux hommes de bonne volonté de me venir en aide pour que je quitte la souffrance. Chaque jour, je ne dors pas. Je ne dors pas. Mon image a déjà changé. Personne ne me reconnaît même plus. Même quand je pars au marché, les gens me demandent toujours que tu es où. On ne te voit plus. Qu'est-ce qu'il faut pour le pied de ta fille? Je reste seulement, même parler me dépasse. Je ne peux même plus parler. Quand on me demande, j'avance seulement la salive. Je dis par la grâce de Dieu, un jour Dieu va opérer le miracle. Je ne saurais même pas où l'argent va sortir. Mais pourtant, Rose n'est pas votre dernière fille. Elle est l'avant-dernière. Vous avez juste après elle un garçon. Oui. Est-ce que vous avez encore du temps pour lui, pour ce petit enfant qui lui aussi a besoin d'être suivi? Oui, il n'a rien. Même le cahier, il n'a pas. Il ne va même pas fréquenter cette année-ci là. À cause parce que mon cœur n'est pas tranquille. Ses amis même lui demandent, est-ce que tu vas fréquenter Vito? Il dit que ma mère n'a rien. Ma grande soeur est malade. Ma mère a payé l'école à tous mes grandes soeurs sauf moi. Il me dit, je dis, va vendre les argents. Il me dit, tu veux que la police m'arrête? On dit que les enfants ne vendent plus. On a vu d'autres enfants dehors là. Mais ils forcent seulement, maman, je ne peux pas. Tu as payé l'école à mes soeurs, paye-moi aussi l'école. Moi-même, je commence à pleurer. Parce que je ne vois rien que je peux payer son école avec.
Je ne sors plus. Vous êtes veuve depuis combien d'années? Ça fait 8 ans que j'ai perdu le papa. Rosa avait 8 ans. Son petit frère avait 5 ans. Pour le reste, là, je ne connais plus quand ou c'était combien d'âge. Donc pour les deux, là, je retiens. D'accord. J'avais même peur qu'elles pouvaient m'agresser pour leur père. Mais comme elles étaient tranquilles, elles ne m'ont même pas agressée. Vous comprenez donc, chers téléspectateurs, c'est une famille totalement désœuvrée qui est là ce soir, qui a besoin de vos multiples contributions. Rose et sa maman, vous l'avez suivi dans l'élément qui a été diffusé bien avant leur présence sur le plateau, se sont donc rendus chez de nombreux médecins, mais le problème d'argent revient encore et encore. Un argent que la famille n'a malheureusement pas. Un argent que cette veuve, depuis 8 ans, n'a malheureusement pas. Le commerce qu'elle faisait pour essayer de tenir, pour essayer de vivre dignement avec ses enfants, elle ne peut plus le faire aujourd'hui parce qu'elle est totalement concentrée sur le cas de maladie de son avant-dernière fille. Et son fils, qui vient d'avoir son CEP, n'ira lui également pas à l'école parce que lui au moins est en bonne santé. Ce n'est pas le cas de Rose. Et c'est donc la raison pour laquelle cette famille est là ce soir pour vous implorer. Rose, juste en face de toi se trouve ta caméra. Je veux que tu la regardes, cette caméra, et que tu laisses parler ton cœur. Imagine que de l'autre côté se trouvent les personnes qui pourraient t'aider à payer tes soins de santé. Passe-leur un message qui vient de ton cœur, Rose. Bonsoir à tous ceux qui me regardent en ce moment que je parle. Je vous implore de m'aider à retirer ce truc que je tiens à cœur, de m'aider à ne plus me sentir comme un poids dans ma famille, de m'aider, que je vais rester penser que c'est à cause de moi que mon petit frère va arrêter l'école, que c'est à cause de moi que ma mère maigrit, ma soeur est partie prêter l'argent, si la police l'arrête aujourd'hui, elle n'est pas en prison, je vais toujours penser que c'est à cause de moi. Je vous implore de m'aider à aider ma famille pour que je ne me sente plus comme un poids dans ma famille. Aidez-moi à retirer cette image que je tiens à cœur de moi-même. Je ne me crois pas bien. Je crois que je suis un enfant maudit. Je crois que je suis un enfant qui est mauvais pour cette famille. Aidez-moi à retirer cette image que j'ai souvent l'envie de fuir. Aidez-moi à retirer cette image que j'ai souvent l'envie de me suicider parce que je me sens trop comme un poids dans ma famille. Si ma famille souffre aujourd'hui, je me crois que c'est à cause de moi si ma famille souffre aujourd'hui. Aidez-moi, je vous en supplie. C'est douloureux ce qui se passe en ce moment sur le plateau de Regard Social. Le public, le panel, tout le monde est touché par cette petite fille qui réussit à trouver des mots justes pour toucher dans le cœur. L'élément même qui va vous pousser finalement à l'aider à se sentir mieux. Rose et sa maman ont donc pu se déplacer de chez elle pour les studios d'Equinox Télévision afin de vous montrer ce qu'elles avaient sur le cœur. Nous espérons que vous êtes déjà en train de faire crépiter les numéros qui sont affichés au bas de votre écran pour les différentes contributions. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, autant que vous pouvez, pour permettre à Rose, dès lundi, de prendre le chemin de l'hôpital cette fois-là, avec de l'argent en poche, pour ne plus se faire jeter, parce que maman n'a pas des moyens financiers pour l'aider à aller mieux. Nous passons donc à présent sur ce plateau de Regard Social la parole aux spécialistes. Vous avez déjà découvert notre psychologue dans la première partie de ce programme, notre psychosociologue, qui a donc pu vous faire une analyse de tout ce qui est passé dans la première partie. Vous allez également découvrir notre second invité du jour,
Francis Ngadieu. Il est traumatologue, orthopédiste, chirurgien. Il a accepté d'être présent sur Regard Social ce soir pour nous aider à comprendre ce qui arrive à la petite Rose. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et effectivement, le cas de la petite Rose est un cas qui est quand même de plus en plus fréquent de nos jours, surtout lié au fait que beaucoup de patients que nous rencontrons qui ont des problèmes de santé n'ont malheureusement pas les moyens de les prendre en charge, de les faire prendre en charge. Donc nous nous retrouvons toujours avec des patients qui soit ont un accident, un traumatisme ouvert au niveau du membre inférieur ou du membre supérieur et qui malheureusement n'ont pas les moyens de les prendre en charge et donc se retrouvent avec un cercle vicieux d'infection. Nous nous retrouvons face à ce genre de problème d'une personne qui a eu un traumatisme banal, en réalité qui n'a même pas eu à avoir un réel choc violent et qui a développé tout subitement une impotence fonctionnelle et après une infection, donc que jusqu'à présent, d'après ce que j'ai pu entendre dire, n'a toujours pas été réellement exploré. Ça veut dire qu'en fait, on ne sait même pas encore ce qu'elle a vraiment et on ne sait pas encore comment le traiter. Donc, son problème est vraiment bien plus grand que ce qu'on pense. Il faut d'abord chercher à savoir ce qu'elle a. Donc, il y a toute une panoplie de bilans qu'il faudrait d'abord réaliser. Et ensuite, maintenant, quand les bilans sont réalisés avec le collège de médecins, c'est-à-dire aussi bien les chirurgiens que les réanimateurs, les médecins infectiologues et anesthésistes-réanimateurs, décider de ce qu'il y a lieu de faire pour elle, avant maintenant d'éventuellement penser qu'on peut le traiter, je ne sais pas, entre parenthèses, à 4 millions de francs, comme on le dit. D'accord. Vous avez parlé d'un ensemble de spécialistes qui doivent être consultés pour savoir exactement de quoi souffre la petite Rose. Vous avez parlé de chirurgiens. C'est donc une batterie d'examens. Pendant son périple à l'hôpital avec sa maman, elles ont pu réaliser un scanner, une radio avec les maigres moyens financiers qu'elles avaient. Quel autre type d'examen peut leur être imposé pendant le passage à l'hôpital? Oui, effectivement, d'après ce qu'on a dit, elles ont réalisé un scanner, une tomodensitométrie. Alors, c'est un examen parmi tant d'autres. Est-ce que cet examen était concluant? Est-ce qu'on a pu nous déterminer exactement la nature de la pathologie? Peut-être parfois une IRM serait plus déterminante en fonction du type de pathologie. Un prélèvement du liquide qui coule, puisqu'on dit qu'il y a du pus qui coulait, un prélèvement du liquide qui coule nous montrait éventuellement s'il y a une infection. D'ailleurs, il y a une infection avérée, mais de quel microbe il s'agit. Et en fonction du microbe, de quel antibiotique serait efficace. Et en fonction de l'antibiotique, quel pourrait être le coût. Rien que l'antibiothérapie, parfois, peut aller jusqu'à 2 millions. Rien que l'antibiothérapie, sans compter le reste des soins. Parce qu'une antibiothérapie peut aller jusqu'à 45 jours. Et pour des antibiotiques, par exemple, qui coûtent 18 000 francs le flacon, en 3 fois par jour, ça fait 54 000 par jour. Vous imaginez, sur 45 jours, on a plus de 2 millions de francs. Rien que pour l'antibiothérapie. Donc, il y a toute une panoplie d'examens à faire avant maintenant d'envisager une prise en charge. Dans le cas actuel de la petite Rose, est-ce qu'il y a un spécialiste particulier qu'elle doit rencontrer? Alors, dans son cas particulier, effectivement, c'est une pathologie du membre inférieur. Le chirurgien orthopédiste semble être le mieux placé. Pourquoi? Pour explorer, définir la pathologie, en déterminer éventuellement la cause. Il peut s'avérer que ce soit une pathologie, même d'ailleurs, disons, que ce soit une atteinte osseuse prédéfinie, que ce soit une tumeur, que ce soit une drépanocytose, en fait, quelle que soit la pathologie qu'elle puisse avoir. Et maintenant, à ce niveau, pouvoir l'orienter éventuellement dans un cadre précis vers un oncologue ou alors vers un hématologue qui pourra aider à cette prise en charge avant maintenant d'envisager une possibilité de restitution du membre, de restitution entre griffes toujours du membre. D'accord. Vous avez pu le voir dans la vidéo qui a été diffusée juste avant cet échange. Elle se déplace en béquille et dans ce même élément, elle explique comment elle a dû réapprendre à marcher toute seule parce que les parents, la maman qui est toute seule, n'a pas les moyens de lui payer les soins d'un kinésithérapeute. Donc, elle a dû apprendre à redéposer le pied au sol à l'aide d'une béquille avec tout le temps libre qu'elle a. Et petit à petit, elle peut donc se déplacer sur un pied en appuyant légèrement sur l'autre. Ce qui est un peu curieux dans son mal, c'est que c'est un mal qui va et qui revient. Comme là, tout de suite, elle n'a pas de douleur réelle,
mais ça peut revenir à tout moment. C'est le pied qui va enfler. Et plus tard, il y a du pus qui va en sortir. Est-ce que vous pensez que Rose pourra un jour encore se servir de ses deux pieds, courir, parce que c'est son rêve? J'imagine que quand elle dort la nuit, elle se voit en train de courir sur de longues distances. Est-ce que ce rêve pourra être possible pour Rose? Alors, c'est une question assez sérieuse, je dirais. C'est-à-dire, vous voulez connaître le pronostic. Alors, au niveau vital, d'une certaine manière, pour l'instant, son pronostic vital, pour l'instant, je précise bien, son pronostic vital n'est pas en jeu. Nous discutons d'un pronostic fonctionnel, c'est-à-dire de la fonction de son membre. Éventuellement, le pronostic fonctionnel est en jeu, à moyen terme d'ailleurs, est en jeu. Alors, qu'est-ce elle peut se déplacer naturellement, de manière standard, une personne peut réadapter son organisme à une fonction définie. Dès qu'un membre ne fonctionne plus automatiquement, on adapte le reste de l'organisme à se débrouiller sans. Maintenant, est-ce qu'elle pourra retrouver sa santé? Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord qu'on ait les bilans, qu'on en détermine la cause, afin de pouvoir maintenant dire on va le traiter ainsi. Et quand on va dire on va le traiter ainsi, on pourra dire aisément à la famille, quand on va faire ceci, on espère tel résultat. Si tout se passe bien, nous aurons tel résultat. Nous souhaitons avoir tel résultat. Et au fur et à mesure, on pourra définir les choses. Tel que je vois de manière banale, c'est une infection osseuse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un relagage microbien qui fait en sorte qu'à un moment donné, c'est très douloureux. Il y a du pus qui coule. Et après, le pus finit de couler. Elle prend des antibiotiques parfois, ça se retasse. Le pus finit de couler. Et encore, on a une accalmie, par exemple, de 6 mois. Et après 6 mois, ça recommence. Donc, ce sera toujours cela. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème, s'il y a une infection osseuse, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'os qui est certainement abîmée, infectée, bien toute pourrie, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, ça continuera. Tous les 6 mois ou tous les 3 mois, il y aura toujours ce relagage, cette douleur. Est-ce qu'il y a des chances que le temps d'alcalmie avec l'évolution de la maladie puisse être de plus en plus court? Sans traitement, non. Sans traitement, éventuellement, ce qui peut se passer, c'est qu'on ait de plus en plus de périodes douloureuses, on est de plus en plus, d'ailleurs même, il peut arriver même sans traitement qu'on arrive à un niveau où on décide, il n'y a plus de réelles choses à faire et puis bon, voilà. Maintenant, comme je disais aussi, pour avoir une idée plus claire, il faudrait que nous ayons d'abord l'examen, que nous sachions déjà de quoi il s'agit, et sur quelle étendue d'os, sur quelle étendue de son membre. Parce qu'on peut avoir un problème sur 3 cm, on peut avoir un problème sur 10 cm, on peut avoir un problème sur l'ensemble de la cuisse. Donc il faudrait qu'on sache exactement de quoi il s'agit et sur quelle étendue. Et en fonction de cela, on pourra savoir si on peut le traiter et si on peut le traiter, comment on peut le traiter. En général, on peut toujours le traiter. Mais comment on peut le faire, c'est ça la question. Maurice Somo est sur ce plateau avec nous depuis le début de l'émission. Vous avez écouté l'histoire de la petite Rose. C'est quoi votre ressenti de psychosociologue après l'avoir entendu en pleurs, se morfondre de toute la douleur qu'elle peut causer à sa mère et à sa famille? Bien. À un moment donné, on est obligé de se défaire de son manteau de spécialiste pour être simplement un être humain, pour être un parent, pour être simplement un être humain et essayer de se dire que cet enfant pouvait bien être le nôtre. Comment est-ce qu'on se sentirait naturellement, tout le monde, autant qu'il est, nous ici, sur le plateau, les téléspectateurs, tout le monde a mal. Lorsque une gamine comme celle-là se retrouve dans une situation qui n'est pas catastrophique, il faut le dire, une situation douloureuse. Alors, je dis, il faut faire très très attention dans la démarche. Comme je disais tout à l'heure dans la première partie de l'émission, il ne sert à rien de compatir avec quelqu'un qui souffre si on ne lui apporte pas, si on ne fait pas un effort de lui apporter une solution. C'est pourquoi moi, ça va vous embêter un peu quand je vais vous dire, j'aimerais bien qu'on ait pris très peu de temps à regarder cet enfant pleurer,
qu'à réfléchir sur comment faire pour la sortir de là. Parce qu'au sortir de ce qui vient de se dire, il y a des informations essentielles. Le médecin n'est pas allé jusque-là, je suppose qu'il est suffisamment pudique, c'est pourquoi il n'est pas allé jusqu'à ce niveau. En fait, il se pose ici une question de moyens. Vous savez, avant d'aller rechercher les moyens face à une situation, il faut au préalable faire une évaluation, aussi approximative soit-elle. Ça permet d'avoir à peu près un ordre de grandeur de ce dont elle peut avoir besoin en ce moment, ne serait-ce que pour commencer cette thérapie. Bon, le médecin a dit que ce n'est pas encore la période thérapeutique, ou bien ce n'est pas encore il y a des préalables. Il y a des préalables. Or, à l'heure qu'il est, nous ne savons même pas ce que valent ces préalables. Il a utilisé une expression technique, pour dire à peu près ce qu'un antibiothérapie, c'est ça? L'antibiothérapie. Voilà, ce que l'antibiothérapie peut donner. Je voudrais, je souhaite, pour ma part, que la première chose soit là. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une idée approximative de ce que ça peut faire, pour que les téléspectateurs comprennent de quoi il est question. Parce qu'il y en a qui sont à la maison et qui se disent, bon, c'est une affaire, il faudra donner 20 000 francs, il faudrait, et puis ça ira. Il s'agit également d'activer tout le courant social qui peut être activé autour d'elle. C'est-à-dire qu'au-delà des contributions individuelles, quelles sont les possibilités que cet enfant a pour pouvoir, quels sont les bénéfices auxquels elle a légitimement droit, parce qu'elle est dans la société avec nous. Il y a les services sociaux, c'est-à-dire qu'une république est organisée autour d'un régime social. Et le régime social, c'est des organismes qui sont mis en place pour pouvoir faire face à des situations comme celle de la petite. Donc, au-delà de ce qu'il faut mettre de l'argent pour que cela se fasse, il y a un accompagnement au niveau des procédures pour savoir où il faut cogner. Vous avez déjà fait votre devoir en tant que média social, vous avez déjà fait votre devoir d'attirer l'attention de la communauté. Maintenant, il faut se rassurer qu'à cette heure de la nuit où nous sommes en train de parler, c'est un responsable qu'il soit suffisamment fort et éveillé pour regarder et comprendre qu'il y a une situation. On espère que d'ici demain, les relais qu'ils ont pourraient, n'est-ce pas, se mettre en marche et puis le faire. D'accord. Moi, je voudrais ressortir en disant d'abord que du côté de la maman, il y a des efforts. En fait, la maladie, elle peut se soigner avant que les médecins même n'interviennent sur le plan médicamenteux. Il y a la dimension psychologique de la maladie qui est importante, qui met l'organisme dans un état suffisamment réceptif pour que tout aille. Mais j'ai l'impression que l'environnement est plus dans cette souffrance mentale qui peut, à un moment donné, qui n'a vraiment pas besoin de gros moyens, mais qui a besoin juste que des gens entourent cette famille, la réconfortent suffisamment et essayent de l'accompagner dans tout ce qu'elle doit entreprendre. Maintenant, quand on aura défini ce qu'il faudra, que tout le monde se mette ensuite en branle, je voudrais enlever mon chapeau et dire, si ce chapeau était une cagnotte, j'allais dire à tous ceux qui nous regardent en ce moment, si on était dans une église, j'aurais demandé à ce que chacun vienne ici et y mette sa part. C'est une question d'humanité. C'est-à-dire que c'est un moment important de montrer que nous sommes des êtres humains. Notre humanité devra s'exprimer à travers des cas comme celui-ci. Si nous ne passons pas, si un être humain qui a suivi cette émission, si un seul individu qui a suivi cette émission n'est pas allé chercher au tréfonds de lui-même pour pouvoir chercher à porter secours à cet enfant, eh bien,
il n'y a aucune raison que cette personne vive dans une société d'êtres humains, parce que chacun d'entre nous, à un moment donné de son existence, a bénéficié de la solidarité de quelqu'un. Effectivement. C'est un moment important pour que tout le monde se lève, maintenant chacun à son tour, et qui vienne mettre quelque chose ici, là-dedans, parce que nous avons besoin de sauver une vie. Et au cas où vous ne l'aviez pas compris, c'était juste une image pour vous dire, chers téléspectateurs, qu'il va falloir contribuer pour Rose. Les numéros par lesquels vous devez le faire sont affichés au bas de votre écran. Mais vous avez également l'option qui vous permet de nous rejoindre à Mobile Bonakwamo à partir de demain. On ne vous demande pas de prendre la route tout de suite, non, loin de là. Mais vous pouvez arriver au siège de la télévision Equinox à Akwa, ici même à Mobile Bonakwamo, pour essayer donc de rencontrer toute l'équipe qui se mobilise autour du programme Regard Social. Et notre psychosociologue a parlé tout à l'heure du rôle de lanceur d'alerte que nous faisons sur ce plateau, mais il faut dire que l'équipe est constituée de personnes qui vont poursuivre, Monsieur Somo, les cas qui sont présentés ici sur Regard Social. Vous allez voir tout à l'heure l'entrée de Irène Tembe, qui est donc notamment aux côtés de ces malades, qui les suit au quotidien, qui va frapper aux portes des médecins. Et on a même des fois, grâce à sa hargne, des médecins qui acceptent carrément sur eux de prendre en charge une partie de la facture. Donc c'est des gestes qui prouvent que vous êtes généreux et que vous avez juste besoin que des cas comme ceux-ci soient portés jusqu'à vous pour vous permettre de mettre la main dans la poche et dire aussi que ce n'est pas la somme qui compte, c'est les dispositions du cœur, comment on se sent, comment on veut donner cet argent qui est plus important que tout. Vous avez une petite fille, elle a dit « le monde est petit » et j'ai beaucoup aimé cette phrase. Le monde est tellement petit qu'en l'aidant peut-être à réaliser son rêve qui est de guérir, qui est de reprendre le chemin de l'école, qui est de faire une formation en médecine, en l'aidant à réaliser cela, vous êtes un tout petit peu en train de pouvoir lui donner la possibilité demain ou après-demain d'en faire de même avec l'un des vôtres. Ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être vous-même, ça pourrait être un proche qui va se retrouver demain ou après-demain dans les locaux du docteur Rose pour se faire soigner. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas à donner encore et encore. Ce n'est qu'en ce moment, au terme de tous ces dons multiples, que Irène Tembe pourra dès lundi matin prendre le chemin de l'hôpital avec notre petite Rose pour qu'elle puisse rencontrer les spécialistes qui doivent donc se mobiliser afin qu'elle récupère son état de santé d'antan. Et donc, docteur, nous revenons à vous. Vous êtes sur le plateau, on ne va pas vous laisser partir comme ça. Dans le cas de Rose, j'imagine que vous, en tant que chirurgien, orthopédiste, traumatologue, vous rencontrez des cas comme ceux-ci au quotidien. Est-ce qu'il y a une procédure particulière que vous suivez quand un cas comme celui-ci arrive à votre connaissance? Je tiens d'ailleurs à préciser que vous faites partie de l'équipe qui a opéré avec succès et à plusieurs reprises bébé Manuela, qui était brûlé au 3e degré et qui petit à petit, par vos efforts, par les efforts des contributeurs, récupère donc progressivement l'usage de ces deux jambes. Alors quand vous avez un cas comme Rose qui arrive à vous, comment est-ce que vous opérez cela au sein de votre centre hospitalier? Alors, de manière standard, comme tout chirurgien orthopédiste se ferait, on recherche d'abord la cause. Une fois la cause connue, une fois les complications connues, on peut maintenant définir une démarche thérapeutique. Notre démarche thérapeutique, bien sûr, se fait toujours de manière collégiale, aussi bien avec des autres chirurgiens orthopédistes qui travaillent en collaboration avec nous, aussi bien avec les médecins biologistes qui travaillent en collaboration avec nous, aussi bien avec les pharmaciens qui travaillent en collaboration avec nous, aussi bien avec, en tout cas, toute l'équipe qui travaille en collaboration. Nous définissons la conduite à tenir et dans le cas d'un cas comme celui de Rose, il faut le préciser, sans voir les bilans, sans voir tout ce qu'il y a à faire, on dira qu'il y a au minimum 3 interventions à faire. Au minimum 3 interventions à faire. C'est pourquoi je me dis, ce devis qu'on donne toujours, ce chiffre qui est revenu à plusieurs reprises de 4 millions, me semble assez en l'air, assez donné en l'air parce que les bilans coûteraient combien? C'est vrai, les bilans, bon, je pense à 500 000 francs grosso modo comme ça, faire bien tous les bilans. Mais une première intervention
Dans ce cadre-ci, c'est bien élevé. Une deuxième intervention serait encore plus élevée. La troisième serait encore plus élevée que les autres. Et encore, si entre la première et la deuxième, s'il y a un souci, si on n'a pas réussi à juguler l'infection, il faut faire une 1,5, une 1,75, une 1,85 avant d'arriver à la deuxième étape. C'est-à-dire il y a une étape, deux étapes, trois étapes. Donc entre la première et la deuxième étape, il peut y avoir encore d'autres interventions en cours de route. Entre la deuxième et la troisième étape, il peut y avoir d'autres interventions en cours de route. La troisième étape, c'est une étape qui consiste à faire consolider l'os éventuellement, parce qu'on a dit qu'il y a des débris osseux qui sortent. Donc on suppose qu'il y a une fracture quelque part. Donc effectivement, on peut voir après la troisième étape que ce n'est pas encore consolidé, donc on ajoute une quatrième étape. Donc on peut partir sur 18 mois d'intervention facilement. Est-ce qu'elle pourra, Rose, suivre ses études en même temps qu'elle suit toute cette procédure? Parce que son rêve est de retourner à l'école. Oui, alors le plus difficile dans ce cadre, c'est surtout de démarrer. Une fois que c'est démarré, une fois que la première intervention, une fois que la première partie de cette prise en charge est un succès, elle peut suivre le cours de sa vie. Et continuer juste, le deuxième temps chirurgical, je dis le deuxième temps chirurgical, pas la deuxième intervention, le deuxième temps chirurgical ne demande pas réellement qu'elle reste à l'hôpital longtemps, elle peut rester à l'hôpital 5 jours, elle peut rentrer à la maison. Oui, mais le troisième temps pareil, mais le premier temps malheureusement, entre le premier et le deuxième temps, le temps peut être très long, ça peut être de 6 mois d'ailleurs même. D'accord. Vous l'avez dit, vous également, Monsieur Somo, vous parliez tout à l'heure d'un accompagnement communautaire, parce que Rose vit d'abord au sein d'une famille et après dans un quartier, et donc elle a besoin, vous l'avez d'ailleurs précisé, de la compassion de toutes ces personnes autour d'elle. Mais pensez-vous qu'elle aura également besoin d'un accompagnement psychologique dans sa situation? Elle ou alors elle et les autres membres de sa famille? Bien, l'accompagnement psychologique devra se faire très globalement pour toute la famille. En fait, elle est au centre du processus, mais en fait, plus les gens autour d'elle seront bien accompagnés, elle va sentir moins la douleur. Mais si cet accompagnement n'est pas bon, c'est-à-dire que si elle n'a pas une maman qui est suffisamment forte pour résister à tout cela, eh bien, forcément, elle va le ressentir plus gravement. La société est organisée en forme de cercle concentrique, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'ici, elle est au cœur de ce centre. Autour d'elle gravitent forcément d'abord ses parents, ses frères et sœurs, la famille, le petit noyau familial, qui est directement en contact avec elle. Ce noyau familial doit être suffisamment fort autour d'elle, parce que si ce noyau lui communique de la douleur, comme le cas, elle souffre doublement du fait de voir sa maman souffrir. C'est-à-dire que cela remonte davantage son niveau de souffrance. Or, en ayant un bon accompagnement au niveau de la maman, elle peut savoir comment juguler sur le plan de la représentation, la souffrance de la fille et dédramatiser cette souffrance. Et cette dédramatisation sera le premier élément, n'est-ce pas, le premier facteur qui conduira à la guérison. Naturellement, le deuxième cercle concentrique, et puis sur le plan économique aussi, l'effort financier qui doit être fait devra l'être d'abord par ce petit noyau familial, puis toute la grande famille autour, qui doivent, à partir d'aide de quelqu'un, n'est-ce pas, s'organiser pour mettre les moyens qu'il faut. Et j'ai bien appris qu'une de ses sœurs, n'est-ce pas, est allée jusqu'à emprunter de l'argent, 200 000 francs. Ça veut dire que s'il y a un effort conjugué de toutes les personnes autour de la famille, il y a sûrement une partie de la chose, si c'est bien organisé, un cap qui pourrait être franchi. Puis autour, n'est-ce pas, de cela, il y a ce qu'on pourrait appeler cette macrostructure sociale qu'il y a, c'est-à-dire la société, plus globalement l'État. L'État qui vient avec les structures sociales qui sont faites pour s'occuper de ce genre de situation. Et là, j'ai dit, c'est très important d'identifier les structures qui vont dans l'accompagnement de ce type de problème et de les saisir. L'État a mis ces structures en place, c'est cette macrostructure. Maintenant, il n'y a plus que ça, il y a ce qu'on pourrait appeler même de la métastructure, c'est-à-dire qu'au-delà de la dimension rationnelle de sa maladie, il faut voir également cette partie presque irrationnelle qui fait que l'être africain, par essence, croit en quelque chose qui échappe à la rationalité. Bien naturellement, il faudrait également
tout faire intervenir ces dimensions sans en faire une priorité. Bien sûr, l'essentiel restant la pratique médicale. Voilà, puisque que vous le vouliez ou non, les gens vous diront sur un plateau qu'il faut prier. C'est très important. Et les médecins le font très régulièrement. Un médecin, je suis convaincu que lorsqu'il rentre, n'est-ce pas, avant de procéder à un acte, il y a un moment où il se remet, si ce n'est pas Dieu, au moins à un être suprême sur lequel il sourit un peu. Je crois que c'est pour me dire que ce n'est pas exactement ça, mais je suis convaincu qu'il croit quand même. Docteur, vous pouvez le dire en vos propres mots. Ça ne marche pas toujours ainsi. Quand on décide d'aller au bloc opératoire, nous décidons d'y aller, de nous donner le meilleur de nous. Donc c'est surtout ça. Ne croyez pas à une entité suprême qui guide vos doigts? Je ne discute pas, j'ai vu des discuter croyances. J'ai vu des discuter croyances. Il vaut mieux qu'on n'en parle pas. Il vaut mieux qu'on n'en parle pas. Voilà. Mais je dis quand même qu'au-delà de la dimension cartésienne à laquelle vous faites allusion, il y a une dimension métaphysique, qui quand même est l'une des constituantes aussi importantes de notre société. Donc c'est bien que tout cela soit mis ensemble et contribue à l'amener vers là. Ce qu'il faut condamner ici, c'est à un moment donné qu'un cas comme celui-ci, comme elle le dit, ça a été retourné, on est allé voir quelqu'un quelque part où on a mis n'importe quoi au village. J'ai dit, c'est un peu cette façon de faire et qu'il faut interdire tout de suite à la maman qui est là et lui dire, c'est une pathologie que les médecins, et il est là pour le témoigner, que des médecins peuvent bien identifier et pour laquelle, s'il y a moyen, ils peuvent bien intervenir et sortir la petite de là. Je sors en disant à la petite qu'il y a un espoir. Il y a un espoir et l'espoir est réel. Aussi infime soit-il cet espoir, tu devrais t'accrocher là-dessus. L'espoir qu'un jour, ce à quoi tu penses se réalisera. Ça prendra le temps que ça prendra, mais plus tu seras forte, plus tu donneras la force aux gens autour de toi de croire en ta guérison, plus ces gens vont mieux t'accompagner là-dessus. Je vous dis, je me mettrai totalement à disposition, si c'est nécessaire, n'est-ce pas, pour rendre visite à la petite de temps en temps. Et si, on ne sait jamais, si mes modestes paroles peuvent aider, merci infiniment, docteur. Ça ne manquera pas. Vous avez dit que vous ne voulez pas qu'on vous appelle docteur ou professeur. Vous contentez très bien de votre nom de famille. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation sur ce plateau de regard social pour le cas donc de ces faits de société et de ce cas social. Nous disons également merci à notre médecin du jour qui a bien voulu se déplacer malgré la pluie ardente, battante, qui aurait bien pu lui donner une raison de rester à la maison. Merci à vous également d'être venu. Nous recevons sur ce plateau un autre membre fort de cette grande équipe de mobilisation dénommée Regard Social. C'est un visage que vous connaissez tous. Vous avez l'habitude de la voir sur ce plateau tous les jeudis. En fin d'émission, nous recevons Irène Tembe. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Kit. Alors Irène, avant de rentrer en plein dans l'état des contributions du cas de bébé Ange que nous avons eu la semaine dernière, je voudrais que tu dises quelques mots au sujet peut-être de notre cas du jour, Rose. Rose qui a également besoin des contributions comme seuls savent les faire, ce que vous appelez les soldats. Les soldats de la solidarité. Effectivement. Nous disons déjà merci à ces valeureux soldats de la solidarité qui ont encore, une fois de plus, répondu présent au cri de cœur de Rose et de sa maman sur ce plateau. Les contributions continuent à pleuvoir sur nos différents téléphones. Et nous avons perçu les contributions tout au long de cette émission pour le cas de Rose. Elles sont les suivantes. Famille Kenfakalo et 1000 francs. Michel, 1000 francs. Une chrétienne KREM, 10 000. Gabriel Foyette, 1000 francs. Goudi, 25 000. Christine Wago, 1500. Eric Ekman Tenfak, 10 000 francs. Patrick Achofomouyo, 3 000 francs. Jonathan Yumbi à Douala Ange Raphaël, 2 000 francs. Estelle Ngassop de Balanté, 1 000 francs.
Alain Bertrand Toutakam, 10 000 francs. Guy Bertrand Gagam Tchangé, 2 000 francs. Éric Séverin Tala, 3 500. Vincent Chik Jonjam, 5 000 francs. Koua Valérie Aimé, 2 000 francs. Jem Bidjek, 5 000 francs. Amel Massa, 5 000 francs. Une âme de bonne volonté, 2 000 francs. Changa Momago, 500 francs. Anne Blondine Gondok, 2 000 francs. Olive Micheline Manwa, 3 000 francs. Pierre Achille Kwekam, 1 000 francs. Rodrigue Kessen Abignon, 1 000 francs. Vidal Wilfried Junior Songo, 1 000 francs. Bodilan Dylan Tamen, 2 500. Viviane Lom Massop Fopa, 4 000 francs. Rodrigue Thiongou, 2 000 francs. Gilbert Polem Bokpou, 1 000 francs. Mariano Nguanchou Fahata, 1 000 francs. Laza Killing Missa, 500 francs. Lonungwa Nyanda, 1000 francs. Nadège Diogam Zibi, 1000 francs. Monsieur Komu Eric, 2500. Dany Junior Peto, 1000 francs. Dany Junior Peto, 2000. Bienfaitrice Agarwa Boulaye, 1000 francs. Paulin William Kanga, 1000 francs. Clément Kameni, 5000. Coral Roland Cyril, 5000. Brice Morobouchana, 2000. Frankie Gigno Tagegim, 2000 francs. Rodolphe Rocky Fogem, 5000 francs. Dumont Rocky Fogem, 5000 francs. Norbert Kitio, 1000 francs. Jean Ancien d'Église, 1000 francs. Nathalie Carole Minko, 2500. Gamie épouse Tatuegam, 2000 francs. Emmanuel Kouagne Toyou, 300 francs. Martin Clébin Dunsop, 5000 francs. Paul Albert Okol, 10 000 francs. Peggy Stella Mougwe, 1500. Nelly Kapao, 1000 francs. Nous avons pour le compte de Rose un montant de 166 300 francs CFA. Et il est à noter que les contributions continuent, parce que là, c'est uniquement ce que j'ai pu saisir pour le laps de temps qu'il me restait pour monter les escaliers et tout, mais les contributions continuent. Nous sommes déjà à un montant de 300 000 francs. La suite des contributions se fera la semaine prochaine. Ça, c'est le genre de message qui donne des frissons, de savoir que le cas de Rose vous interpelle autant. Nous vous remercions donc grandement, chers contributeurs, et nous vous incitons à continuer de contribuer pour le cas de cette petite fille qui rêve d'être médecin, qui rêve de se retrouver peut-être sur ce plateau un jour sur le banc des spécialistes pour venir en aide à un autre enfant qui voudra peut-être qu'on l'aide lui également à se soigner. Nous vous remercions et nous vous prions de continuer de contribuer pour cette petite fille. Alors c'est exceptionnel, Rose. On va te donner la parole, peut-être dire quelque chose de gentil à ces contributeurs avant qu'on passe à l'autre élément. Je dis merci à tous les gens qui ont eu de la peine pour ma famille et pour moi. Je dis merci à tous ceux-là qui ont cotisé en ce moment pour moi. Je vous remercie. Comme je vous l'ai dit, le monde est petit. Peut-être je peux être celle qui va sauver votre famille. Je vous remercie grandement de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous remercie de m'aider à réaliser mon rêve d'être médecin et de courir, et de remarcher avant et de partir à l'école. Je vous dis merci. Merci, Rose. Et merci à notre public qui est particulièrement vif ce soir. Alors, vous êtes des fidèles de Regard Social. Vous avez, au cours de l'édition de jeudi passé, reprendre contact avec le cas de bébé Ange Joël. Ange Joël, ce petit garçon qui ne pouvait pas rester propre, qui ne savait pas se retenir, qui faisait donc ses besoins sur lui. La maman de bébé Ange Joël était sur ce plateau pour vous dire ô combien il était urgent de contribuer pour son enfant afin de lui donner la possibilité de rester propre et donc d'arrêter de subir les moqueries des enfants du quartier. Nous avons donc Irène également pour le cas de notre cas social de la semaine dernière pu avoir de nombreuses contributions. Tout à fait. Nous avons perçu des contributions et nous disons toujours
à nos chers soldats de la solidarité. Merci. Les différentes contributions sont les suivantes. Diki Alphonse, 2000. Goumela Ignace, 500 francs. Sergio Seba Woncho Deba, 500 francs. Une chrétienne KRM, 10 000 francs. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Florence Abbé, 1500. Linda Eboton, 2000. Cyril Ramos Sonkin, 1250. Ndome Edimo, 2000 francs. Jacques de Bonabéry, 500 francs. Béa Ludovic, 15 000 francs. Djehaobe Joseph, 1000 francs. Famille Foyette, 2500. Jackie Félicité, 5000. Chamon Bogno, 1500. Mambo Mochum Annette, 5000 francs. Ndjucho Jacqueline, 2500. Banga Flora, 2500. Ketou Johnson, Ketou, 5000 francs. Wambon, 2000 francs. Une famille bienfaitrice à Kribi, 25 000. Mylène Fouezo Chomo, 1000 francs. Charlingo Bahoy, 1000 francs. Une bienfaitrice, 1000 francs. Idriss Achille Rodrigo Sangou, 1000 francs. Famille Tala de PK14, 1000 francs. Madame Wamba, 2500. Nestlé, 500. Une parolienne, 1500. Gadui Gladys, 2500. Gaston Tala, 2500. Mofo, 5000 francs. Matagne Foudine Augustine, 2500. Bienfaitrice de l'Allemagne, 5000. Blondel Alain Gonfo, 2000. Jean-Désiré Anoumeng Diokou, 2000. Charlotte Shangam Famen, 2000. Une chrétienne, 5000. Une bienfaitrice des États-Unis, 15 000. Komoka, 2000. Famille Chimchuan, 10 000. Famille chrétienne Saint-Sacrement de Ndorbonne, 50 000. Wetier, 5 000. Kameni Wetiadi Aimé, 5 000. Tafokong, 3 000. Gimna, 1000 francs. Wanzumbe Marie, 3 000. Dédé Gassam, 5 000. Cristiano Wanto, 2 000. Chaha, 1000 francs. Dongo Marius, 1000 francs. Âme de bonne volonté, 500. Famille Tchakouche de Tergal, 5 000. Ernest Foka, 2000. Koua Valérie, 2000. Detou, 2000. Moifo, 2000. Eboun Gendam, 1200. Maman Alima de l'Omnisport, 5000 francs. 2 enfants de Dieu, 1500. Kamdom Fogwe, 3000 francs. Gefak Lekefak, épouse à Lobwede, 2500. Atongo Lonsi, 500. Ndobo, 500. Lunde Djani, 500. Monsieur Tani, 3000. Monsieur Kongem, 1000 francs. Une chrétienne de la commune de Tchan, 5 000 francs. Ngako Fomu Emily, 1000 francs. Madame Tamo Diorut, 1000 francs. Un chrétien de Bonne 10, Oza, à Yaoundé, 1000 francs. Tige Vachala Aristide, 1000 francs. Kwekam Robert, 2500. Rosaline Manokou, 250. Maxime Kenyé, 1250. Francis Donfac, 1000 francs. Une chrétienne de Paris, 20 000. Cathy de Yaoundé, 1500. Tiendem et Yaoundé, 2000. Bienfaitrice, 2500. Bienfaitrice, 2500. Chigomo Sonia, élève en classe de 5e au lycée de Makepe, 1000 francs. Bienfaitrice de Tchan, 1000 francs. Une grand-mère à l'ouest, 5000. Mibwe Marie, 5000. Chawe Rose, 5000. Tenye Chinda Lidiana, 20 000. William Captué, 5 000. Wambon, 1500. Madame Elon Anna de Bonamatumbe, 2000. Chenkou Bloyo, 1500. Une femme volontaire du quartier Ngousso, 1500. Une bienfaitrice de Bonapriso, 5000 francs. Famille Chassi, 1000 francs. Restaurant Ma Medi Mouna, fille, 5000 francs. Nadège, 15 000. Une bienfaitrice de Ngouélé, 5 000 francs. Bienfaiteur, 3 000. Un couple bienfaiteur, 10 000. Un bienfaiteur de l'église évangélique de Tézef à Noubel, 2500. Une bienfaitrice, 5 000. Un bienfaiteur, 10 000. La famille Fosé, 10 000 francs. Kwanjong Nunga Onela Nadia, 2000 francs. Ernest Chongenyon, 1000 francs. Foko Dicho Blero, 250. Chafak Jean, 500. Sandrine, 1000 francs. Âme de bonne volonté, 1000 francs. Famille Tinda Douala, 2500. Monsieur Malon et Benizet Jacoua, 25 000. Kamo Cécile Yaoundé Mélène, 1000 francs. Un couple bienfaiteur depuis le Canada, Montréal, 10 000. Une maman de Bertois, 5 000. Madame Feu-Dieu Chaleur depuis Bafou, 2 000. Un couple chrétien de Bafia, 10 000. Famille Meninga Menia Yaoundé, 1500. Rosine Ngekam de Northampton en Angleterre, 5 000. Famille Tchala Okala, 2 000. Maman Jeannette, 500. Amel Awowo, 500. Amou Choisi du Cameroun, 2 000. Un bienfaiteur de la commune de Tchan, 5 000. Un bienfaiteur de Kribi, 2 000. Chokuntombopi, 2500. Bienfaitrice de Yaoundé, 1500. Emane Esten Bafino, 1000 francs. Marthe Moukouri, 5 000. Sandrine depuis Yaoundé, 1000 francs. Bienfaitrice, 1000 francs. Boris Assakwe, 1500. Famille Sabze, 1000 francs. Djuidja Chalen, 2500. Bienfaiteur de Noubel, 5 000.
Koteri Yama, épouse Chokote, 2000. Adjoa, 2000. Lemba Pep, 2000. Bakam Cheko, 2500. Elanga Osogo, 5000 francs. Silacha Abafoussam, 5000 francs. Famille Kamga Yaoundé, 5000. Serviteur inutile, 5000. Ariane Guylaine, 1000 francs. Paul, 500. Wambon, 1500. Enoch Tabja, 2000. Irène Dawa Twinjan, 2000. Omano Martial, 1000 francs. Clarisse Kado Kwekam, 2000. Fritz John, 500. Sidouane Kene, 5000. Achou James Tabé de Fumbot, 10 000. Simplice from Soud, 1500. Le couple Talonsi, 5 000. Une chrétienne catholique, 2 000. Monsieur Legoué Joseph à Yaoundé, 5 000. Philippe Kemwe Choupé, 5 000. Yolande Djechayomi, 2 000. Marie-Berthe Gemfi Tuekam, 1000 francs. Edwige Lord Chugatala, 500. Alexis Ngassa, 1500. Hélène Chapi, 2000. Pascal Anno Tésor, 2000. Armand Gantui, 1000 francs. Blaise Nguengena, 500. Briari Laklapagem, 1000 francs. Christian Abesugwe, 500. Ivana Makungum Kanoa, 1000 francs. Jude Naoussi, 3000. Elvis Kom Acho, 3000. Association des jeunes femmes émancipées de Douala, 10 000. La famille L'amour de Dieu, 5 000. Minka, 1000 francs. Nous avons, pour le compte de bébé Ange, un montant de 643 700 francs CFA. Voilà, de belles contributions donc, qui nous viennent de nos téléspectateurs utiles, qui ne se contentent pas de regarder l'émission Regard Social, mais qui font également le geste qu'il faut pour se rassurer que nos différents cas sociaux puissent donc très vite retrouver la santé. Pour le cas de bébé Ange Joël, est-ce qu'on pourra prendre le chemin de l'hôpital très tôt, Irène, avec lui? Nous avons entamé déjà la route de l'hôpital par des examens. Cette semaine, le bébé a effectué un scanner. Nous attendons les résultats d'ici demain. Et on ira vers le médecin qui nous donnera la procédure à suivre. D'accord. Et je vous le disais donc tout à l'heure, c'est Irène qui se charge de la suivi de tous les cas sociaux qui sont portés à votre connaissance. Vous le comprenez, c'est donc toute une grande équipe. Sinon, tous les reporters, les journalistes, les technico-artistiques, tout le personnel du groupe La Nouvelle Expression, Equinox Télévision et Equinox Radio qui se mobilisent tout autour de cette émission pour se rassurer que nos divers cas sociaux puissent être suivis avec brio, de manière à ce que leur traitement ainsi que les résultats de ces traitements soient faits au vu et au su de tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est donc, vous le savez, avec Irène que nous mettons un terme à cette édition de Regard Social de ce 19 août 2021. Nous vous remercions d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de veiller avec nous jusqu'à cette heure tardive de la soirée. Nous tenons à vous dire à toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre l'émission de bout en bout que nous sommes en mode de rediffusion demain lorsqu'il sera 13h et samedi lorsqu'il sera 8h30. Merci à notre charmant public qui est donc venu se mobiliser sur ce plateau de Regard Social. Merci également à nos spécialistes qui ont bravé les intempéries pour être là ce soir afin de nous donner leur lumière. Merci à la grosse équipe technico-artistique qui s'est mobilisée autour de Danny Warrens, le réalisateur de cette émission, pour se rassurer que vous puissiez avoir votre programme à la maison, sur vos écrans de télévision ou alors sur vos smartphones et vos tablettes et ordinateurs. Quant à vous et quant à nous, nous nous retrouvons jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne et bien sûr pour le même plaisir.